bonsoir à tous et à toutes. Donc, je vais en effet vous présenter ce soir un projet qui est porté par deux organismes. Tout d'abord l'Institut scientifique de service public et puis donc le service de toxicologie que je dirige au CHU à Liège. Ce projet s'appelle ExpoPestone pour Exposition de la population wallonne aux pesticides environnementaux et il a pour objet de fournir une évaluation de l'exposition environnementale non alimentaire de notre population aux pesticides, puisque nous n'avons pas chez nous l'équivalent d'ATMO. Il se déroule en 3 étapes. La première étape a consisté à choisir les pesticides à analyser à travers une analyse intégrée des données disponibles. La deuxième étape a mesuré les pesticides sélectionnés dans l'air ambiant. Et la troisième étape a faire une évaluation de la contamination d'enfants dans des zones à exposition contrastée, comme je vais vous le montrer. Donc, la première étape, l'analyse intégrée des données disponibles. Nous avons travaillé sur la répartition géographique des cultures et nous avons effectué un relevé des pesticides utilisés, à la fois les types de pesticides, les quantités par hectare et par culture. Et au total, nous sommes arrivés à environ 300 substances actives qui étaient toujours homologuées au moment du démarrage de ce projet ExpoPestone. Nous avons tenté de restreindre encore un peu le menu de pesticides à rechercher et pour ce faire, nous avons sélectionné les pesticides, nous les avons hiérarchisés en fonction de différents critères, dont leur volatilité, mais aussi leur toxicité. Donc nous avons effectué un système dans lequel nous attribuions des points à chacune des molécules, des substances actives, en fonction de leur caractère cancérogène, reprotoxique, perturbateur endocrinien, en fonction de la valeur de la DJA, et puis des critères de volatilité. Et en associant l'ensemble de ces différents critères, nous avons retenu finalement un ensemble de 46 pesticides. La deuxième étape, qui consistait, en effet, la deuxième étape qui consistait à mesurer les pesticides sélectionnés dans l'air ambiant. Donc, nous ne disposions pas évidemment d'échantillonneurs passifs, donc nous avons travaillé avec des échantillonneurs actifs, avec des prélèvements qui ont couvert une période d'environ 1 an, mais bien sûr, à chaque fois, il s'agissait de périodes de prélèvement de 2 semaines. Vous voyez, avec un débit de 4 mètres cubes par heure, donc 1344 mètres cubes d'air filtré. Et nous avons sélectionné un certain nombre de stations pour placer ces échantillonneurs. Tout d'abord, 2 stations de référence où l'utilisation de pesticides était faible, voire nulle, 2 stations urbaines, 2 stations où le recours à ces pesticides émanait d'un usage non agricole, donc à proximité de pépinières, de parcs ou de jardins, 4 stations où l'usage était plutôt agricole, plantation de maïs, culture de betteraves et céréales, pommes de terre et légumes, une station à proximité de cultures fruitières et une station à proximité de zones d'élevage, soit au total 12 stations d'échantillonnage pour établir la cartographie de la contamination atmosphérique en région wallonne. La troisième étape consiste donc à évaluer la contamination des enfants dans des zones d'exposition contrastées. Nous avons retenu 3 zones d'exposition, une à contamination très très faible, alors elle est située vraiment presque à la frontière luxembourgeoise dans les Ardennes belges, une à contamination moyenne et une à contamination élevée, simplement à la lecture des résultats des dosages des pesticides atmosphériques. Nous avons recueilli des échantillons urinaires chez 259 enfants et chez ces 259 enfants, ou plutôt chez leurs parents, nous avons également procédé à un questionnaire relatif aux différentes habitudes de vie. Alors, nous avons derrière, et c'est la partie qui a été faite dans le service de toxicologie, développé un ensemble de 3 techniques analytiques pour permettre l'identification et le dosage des pesticides sélectionnés. Alors, 3 techniques, pourquoi ? Sur base du degré de volatilité des pesticides en question et également de la nécessité ou non d'une dérivation. Donc, vous voyez qu'il y a une méthode de chromatographie en phase gazeuse couplée à de la spectrométrie de masse sans dérivation.
une technique de GCMS, mais avec de la dérivation cette fois, pour le 2,4-D, le 2,4-DB, le MCPA, le 5,6-trichloro-2-pyridinol, la tétrahydrophthalimide et 5-pyrétrinoïdes, ainsi que les métabolites des pesticides organophosphorés. Et enfin, une technique de chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en mode électrospray positif pour les autres molécules. La première technique GCMS sans dérivation se déroule de la façon suivante. Donc, nous commençons par hydrolyser l'échantillon pour déglucuronconjuguer et désulfater les métabolites des différents pesticides. Nous incubons une nuit à 40 degrés. Nous procédons à une extraction sur une colonne Waters dont les caractéristiques sont indiquées sur la diapo. Nous éluons par un mélange hexane-dichlorométhane et nous allons injecter sur un GCMS de la firme Agilent. Donc il s'agit d'un appareil de chromatographie en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse triple quad. La colonne est une colonne HP5MS. Nous travaillons en gradient de température et vous avez ici l'exemple du chromatogramme d'un des pesticides de la série qui est le trialate. Nous travaillons en ionisation chimique positive avec du méthane comme gaz réactif. Nous avons découpé notre chromatogramme en différents segments de temps et pour chacune des molécules sélectionnées, nous avons suivi 2 transitions. Donc nous suivons systématiquement la transformation de 2 ions par an différents en ions phi pour assurer la spécificité de la détermination. Voici les performances analytiques qui ont été déterminées avec un logiciel de validation analytique selon les règles actuellement, donc les règles européennes de validation, avec les déterminations de la plus basse limite de quantification, de la plus haute limite de quantification, donc de la limite de linéarité, et avec les performances en termes de justesse, en termes de répétabilité et en termes de reproductibilité, qui sont calculées à la fois au niveau de la limite de quantification inférieure et au niveau de la limite de quantification supérieure. Comme vous pouvez le voir, pour toute cette première série, toutes ces performances analytiques sont tout à fait satisfaisantes, surtout quand on voit évidemment le niveau de limite de quantification qui est atteint dans la méthode. La deuxième méthode GCMS, qui est une méthode avec dérivation, part d'une hydrolyse qui est différente, puisqu'on va ici traiter l'urine avec de l'acide chlorhydrique. L'extraction va suivre et puis nous allons procéder à une dérivation tout à fait classique avec du 1-chloro-3-iodopropane en milieu acétonitrile et K2CO3. La machine qui est utilisée pour injecter le résultat est la même. C'est toujours le GCMS triple quad de chez Agilent. La colonne chromatographique est la même, mais bien entendu, les conditions chromatographiques sont un peu différentes. Vous avez ici le gradient de température et vous avez un exemple de chromatogramme pour le diméthyldithiophosphate à une concentration de 50 microgrammes par litre. À nouveau, pour chacune des molécules en cause, nous avons suivi 2 transitions, donc les exigences ont été identiques. Et oui, ce que je voulais également vous dire, c'est que pour cette technique de chromatographie en phase gazeuse avec dérivation, je ne peux pas encore vous présenter l'ensemble des performances analytiques parce qu'il nous reste à valider toutes ces caractéristiques pour l'ensemble des pyrétrinoïdes. La troisième technique est une technique de chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse. Alors vous retrouvez ici la même extraction et la même hydrolyse que dans la toute première méthode GCMS sans dérivation, ce qui est évidemment extrêmement pratique puisqu'en fait lorsque vous arrivez au moment du passage sur colonne et de l'élution, vous allez pouvoir séparer tout d'abord la fraction qui va être utilisée pour la technique GCMS sans dérivation et puis la fraction qui va servir à la technique LC-MAS. Donc, cette fraction, elle est éluée par du dichlorométhane, on évapore à sec et on reprend dans un mélange de méthanol et d'eau en proportion identique. La machine qui est utilisée est toujours une machine de la firme Waters, mais il s'agit cette fois d'un appareillage de type UPLC spectrométrie de masse en tandem, donc c'est une UPLC 4 XEMS.
La colonne est une Acuity BEH-C18, c'est une colonne tout à fait classique. La température de la colonne est de 40 degrés. Le gradient de phase mobile est indiqué sur la diapo et les conditions du spectromètre de masse sont également indiquées sur la diapositive. Voici un exemple de spectre de masse pour la terbutylazine des éthyles. Et voici à nouveau les transitions suivies pour chacun des composés que nous avons testés avec le découpage en segments de notre plage de 16 minutes de run chromatographique. Pour l'ensemble de ces molécules, nous avons terminé d'établir les performances analytiques et vous voyez à nouveau que ces performances sont tout à fait satisfaisantes avec des limites de quantification basses qui vont de 0,05 à 0,17, 0,18 microgrammes par litre, toujours jusqu'aux environs de 20 microgrammes par litre pour chacune des molécules, sauf exception, et avec des CV au niveau de la limite basse de quantification qui sont parfois un petit peu plus élevées, mais qui sont globalement totalement acceptables et qui nous permettent donc de dire que les performances analytiques de la méthode sont tout à fait satisfaisantes. Donc au total, nous avons validé, ou quasi terminé de valider 3 méthodes partant sur une double extraction. Les performances analytiques sont en tout cas satisfaisantes pour les 31 pesticides et les 6 métabolites de pesticides organophosphorés pour lesquels nous avons terminé ces validations. Nous aurons les résultats pour les 10 derniers pesticides dans quelques jours. Bien entendu, au fur et à mesure de nos premières analyses biologiques, ce que nous voyons, c'est qu'il y a peu de positivité pour les produits parents dans les échantillons biologiques et qu'il serait donc nécessaire, pour compléter cette étude, d'enrichir les méthodes développées avec les métabolites de ces pesticides, puisque pour les pesticides organophosphorés, nous en disposons déjà et qu'on voit qu'en fait ceux-là sont déjà extrêmement positifs dans les échantillons biologiques. Et donc les analyses des échantillons biologiques sont en cours chez les 259 enfants et je vous invite à revenir à GFP 2018 pour avoir l'entièreté des résultats de ces analyses. Je vous remercie.